La recherche des points d'unité nous permet de trouver ce qui est profitable à l'humanité, guidée par la lumière de l'assurance. En vous transmettant ces messages, mon but, c'est de vous inviter, chacun d'entre vous, à aller plus loin dans votre prise de conscience. Donc la première question qu'on se pose, c'est pourquoi la crise accélère le besoin de donner du sens? La crise, elle est bien là. Là, il n'y a vraiment aucun doute. Personne va vous dire le contraire. Donc, ça accélère chez nous la nécessité de faire quelque chose. On prend conscience de quelque chose. On voit bien qu'il y a des changements qui sont indispensables dans la façon de fonctionner dans notre société. Et cette prise de conscience, on voudrait passer à l'action, on voudrait faire des choses. Mais il y a souvent comme un laps de temps entre le moment où on prend conscience de quelque chose et le moment où on va passer à l'action. Donc, on a besoin d'être face à une nécessité. Comme on dit un peu familièrement, on a besoin de frapper le mur pour voir que ça y est, il faut qu'on se bouge. Donc, notre vie, c'est on court après des tâches en échange d'argent. On vend notre temps, notre énergie, notre santé pour des projets. Parfois des choses qui finalement n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Mais on continue. Et la crise nous réveille en quelque sorte. Donner du sens est bien plus qu'une question philosophique. C'est avant tout un besoin biologique, puisque notre cerveau est là pour assurer notre survie et pour nous faire économiser de l'énergie. Il n'accepte pas de nous laisser mobiliser notre énergie pour faire quelque chose qui ne fait pas de sens ou qui n'a pas d'utilité claire. La crise actuelle est en train d'accélérer l'intégration de cette prise de conscience et le passage à l'action. Donc là, on est dans une situation où je vais vous proposer plusieurs repères, mais les repères, vous allez le voir, je vais vous en parler, ils sont comme embrouillés. Pour trouver du sens, je disais tout à l'heure qu'on a des repères, l'histoire, la santé, la religion, le discours public, tout ça, je vais vous en parler, mais vous allez voir que tout ça est embrouillé. Voyons un petit peu. Si on prend un des premiers repères, c'est l'histoire, comme un repère pour donner du sens au présent. Vous avez à l'écran une miniature qui a été dessinée par un artiste belge qui, de l'époque, un peu de temps après la peste noire au Moyen-Âge en Europe. Et donc ça, c'est un grand événement et je reviendrai dessus. Il y a eu plusieurs flambées d'épidémies dans l'histoire de l'humanité. Au fur et à mesure des siècles, on a comme un phénomène d'accélération de ces épidémies. Dans la période qui va, d'après les statistiques que la médecine a pu avoir, entre 1700 et 1889, l'intervalle moyen entre deux pandémies est de 50 à 60 ans. Donc l'humanité, entre 50 et 60 ans, il y a une pandémie. À partir de 1889, l'intervalle passe de 10 à 40 ans. Donc à la fin du 19e siècle, on passe de 10 à 40 ans. Et on continue à avoir cette accélération tout le temps. Pourquoi? Parce que cette accélération, elle vient de l'accroissement de la population mondiale, l'urbanisation et la multiplicité des échanges internationaux. Quelqu'un qui est né en 1900 a connu la Première Guerre mondiale, la crise économique, la grippe espagnole, dite espagnole entre parenthèses, et la Deuxième Guerre mondiale avant d'avoir 45 ans. De nos jours, au début du XXIe siècle, en Occident, personne n'a traversé de telles épreuves en si peu de temps. Donc, il faut prendre conscience de ce repère historique et de replacer un petit peu la pandémie que nous vivons dans un contexte plus ancien. En 1919, j'ai parlé de la grippe espagnole, il y avait la grippe espagnole qui s'est terminée. Terminée en tous les cas pour la plus grosse, la dernière des vagues, puisque finalement, cette pandémie a eu lieu en 3 vagues. Une première vague qui est apparue au printemps 1918 et qui s'est terminée à peu près au début de l'été. À la fin de l'été, il y a le début d'une deuxième vague en septembre 1918 qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 1918. Et ensuite, en 1919, il va y avoir une troisième vague. La deuxième vague et la troisième vague ont été les vagues les plus meurtrières. Un autre repère, c'est la science et la religion, qui sont deux repères finalement assez complémentaires pour trouver du sens.
Vous allez dire, tiens, c'est bizarre de rapprocher les deux comme ça, mais là, ce que j'ai pu voir, c'est que la science a été pendant plusieurs siècles très complémentaire par rapport à la religion. C'est finalement au XIXe siècle que la science a pris en quelque sorte ses distances par rapport à certains penseurs qui ont commencé à opposer la science et la religion. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces deux choses? De plus en plus, que ce soit la religion, tout d'abord, elle est remise en cause comme repère dans nos vies. Et la science, récemment, elle est aussi remise en cause comme repère. Une pandémie peut se produire en tout temps. Un prochain virus qui serait présent au Canada dans les 3 mois suivant son émergence ailleurs dans le monde et qui pourrait ensuite se propager rapidement partout au Canada. Ça a été écrit en 2006. Ce n'est pas un prophète qui a écrit ça. Ce sont des scientifiques qui travaillent à Santé Canada qui ont écrit un rapport de 600 pages qu'ils ont remis à plusieurs instances canadiennes et au gouvernement canadien pour dire attention, on a un risque de très forte pandémie qui peut arriver, il faut qu'on se prépare. Mais malgré ces avertissements des scientifiques, il n'y a pas eu d'anticipation. La pandémie, ça veut dire aussi, et vous le vivez tous, on le vit tous en ce moment, ça veut dire confinement. Et avec des tas de conséquences. Il y a une étude qui a été menée sur 11 États européens entre mars 2020 et le 4 mai 2020. Ça a été la période de confinement qu'on a appelée la première vague en 2020 en Europe. Et ils ont estimé, ces scientifiques, que le confinement a évité un peu plus de 3 millions de morts en moyenne, de décès donc, qui ont pu être empêchés sur 11 pays d'Europe de l'Ouest, grâce aux mesures publiques liées au confinement pendant la première vague. Donc ces choses-là, ce n'est pas des journalistes, ce n'est pas des gens dans une chambre qui ont écrit ça, c'est des gens de l'Imperial College of London, l'Institut Pasteur, il y a aussi l'Université de Californie qui a participé à ces études. Donc ce sont des scientifiques qui se basent sur des modèles qui sont liés à l'expérience des pandémies à travers l'histoire. Donc là, on remet en cause toutes ces approches. Et je voudrais préciser que là, c'était 3 millions de morts qui étaient estimés. Pendant cette période de première vague, il y a eu en réalité 200 000 morts. Donc, on est sur un multiple de 15 entre ce qui aurait pu se passer. Alors, on a deux approches par rapport à ça. Soit on peut dire, ah ben les scientifiques se trompent, ou bien on peut avoir une approche en se disant, on a évité des morts parce qu'il y a eu ce confinement. Et c'est là où finalement, les scientifiques appuient sur un levier qui est la complexité et le doute. Et on a tendance à remettre en cause dans la période actuelle ce doute et cette complexité qui est apportée par les scientifiques. Les précautions et questionnements des médecins et des chercheurs nous sont apparus irritants. Nous venons d'un monde caricaturalement binaire et nous devons réapprivoiser la complexité. Croire et savoir ont toujours autant de mal à s'associer. Remarquez également à quel point le confinement nous a rendu nos libertés et particulièrement la liberté de déplacement précieuse. Il ne faut pas seulement tirer les leçons de la crise, mais lui donner du sens. Je propose l'éloge de la liberté et du doute. L'aspiration à la liberté est le plus puissant des moteurs. Le doute, la meilleure des méthodes pour affronter tous les défis. C'est une journaliste suisse qui parle. Il y a comme on dit qu'il y a eu un divorce entre la science et la religion et que ça serait très ancien. Mais j'ai pu découvrir que c'est très récent, ça date du 19e siècle, ce divorce entre les deux. Et il y a des penseurs qui ont vraiment mis en avant que la pensée scientifique est vraiment très, très proche très proche de celle de la religion pendant des siècles. Il y a des évêques, des pasteurs, dans la religion musulmane, qui participaient à la recherche scientifique pendant des siècles. Ça serait hors propos de m'étendre sur ce sujet maintenant avec vous. Donc, le phénomène de rejet de la religion vient aussi s'appliquer ces dernières années à la science. Le postmodernisme
qui est comme un courant de pensée où on remet en cause l'ordre établi des choses, le postmodernisme est passé par là. Il a jeté des doutes sur la capacité des disciplines créées par la modernité occidentale, y compris la science, à rendre compte de manière rationnelle de la réalité. Là-dessus sont venus se greffer des angoisses nées des développements récents des sciences. Excusez-moi, j'ai perdu la ligne en lisant. Rendre compte de manière rationnelle de la réalité. Là-dessus sont venus se greffer les angoisses nées des développements récents des sciences et des techniques. Nanotechnologie, intelligence artificielle, OGM, transhumanisme, dérèglement climatique, etc., etc. Tout cela, ça fait peur. Ça fait peur et du coup, on a tendance à rejeter la pensée scientifique et l'approche des scientifiques. Donc là, la science, la religion, qui sont deux repères importants de l'histoire de l'humanité, sont remis en cause. Les chroniques de l'histoire témoignent que deux sources de connaissances ont permis à la conscience humaine d'exprimer progressivement ses potentialités, la science et la religion. Ce sont elles qui organisèrent le vécu des hommes, dessinèrent son environnement. Ce sont par elles que s'exprimèrent ses pouvoirs latents, que sa vie morale et sa vie intellectuelle furent disciplinées. Elles furent les vrais géniteurs de la civilisation. Avec le recul, il est évident que cette double structure, la science et la religion, a surtout été efficace au temps où chacune dans sa propre sphère, elles ont su travailler de concert. Si on passe au discours public, toujours dans l'objectif de vouloir trouver du repère, de se donner du sens, tout le discours public, par discours public, on entend le discours politique, le discours des médias. Moi-même, en ce moment, en vous parlant, je contribue à ce discours public. Donc, on peut trouver dans les réseaux sociaux, etc., de ce discours public. Quelle que soit l'approche que l'on a, quel que soit le média qu'on va utiliser, il existe trois façons de persuader. Le contenu du discours, à proprement parler, c'est une première façon de persuader, qui est appelée en terme un peu jargon un peu technique, le logos. Ensuite, il y a la crédibilité de la personne qui parle ou des sources d'informations qu'elle utilise. On va appeler ça dans le jargon de la dialectique l'éthos. Ou encore, pour finir, le caractère de l'auditoire incluant son état émotionnel. On appelle ça le pathos. Donc, c'est un peu du jargon, là, tout ça, mais finalement, c'est important pour ensemble d'essayer de comprendre ce qui se passe. Quand on parle sur du contenu du discours, eh bien, les erreurs qu'on trouve très, très souvent et qui sont très utilisées, c'est par exemple la généralisation hâtive. On voit un phénomène qui est dans un cercle très restreint et on va très rapidement vouloir le généraliser à l'ensemble de la société. Et ça conduit forcément à des généralisations hâtives et à des erreurs. Si on parle de la crédibilité du discours, là, c'est fortement utilisé pour manipuler l'opinion publique. Souvent, on a derrière, je ne dis pas toujours, mais on a souvent des lobbies qui vont manipuler en arrière-plan le discours qui est public en utilisant justement les états émotionnels. L'objectif, c'est d'entretenir le doute, puisque cela va entraîner la stagnation des débats. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées, par exemple, par des sociétés de tabac ou de pétrole qui travaillaient en arrière pour manipuler l'opinion publique sur les réseaux sociaux, sur des tas d'endroits, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de ma présentation. L'autre partie, c'est d'utiliser l'état émotionnel de l'auditoire. Donc là, on peut persuader un auditoire en exploitant ses émotions, ses croyances, ses préconceptions. Et puis là, il y a des gens qui vont se dire, moi, moi, je ne me fais pas embarquer là-dedans. Non, on ne va pas me manipuler comme ça. Moi, j'ai du jugement, etc. Eh bien, les spécialistes du sujet nous disent, non, personne n'est à l'abri. On peut tous, et on l'a tous été à un moment donné ou à un autre, manipulés, biaisés. On s'est fait complètement embarquer. Donc, personne n'est infaillible. Les conseils qu'on reçoit dans ce domaine, c'est de pratiquer un scepticisme sain.
Ça veut dire que, OK, il faut douter du discours, il faut garder un esprit critique, sans exagérer, mais il ne faut pas se précipiter par rapport à ce qu'on entend. Ce qui m'inquiète, dit Samuel Tanner, le professeur à l'Université de Montréal, ce qui m'inquiète aussi dans un avenir rapproché, c'est la fragmentation des publics. Les plateformes comme Google et les réseaux sociaux offrent aux utilisateurs de l'information en silos tellement étanches que ces gens n'arrivent plus à discuter du tout. Qu'est-ce qu'on lit dans les écrits Bahá'í à ce sujet? Un symptôme évident du malaise croissant de la société est la dérive constante du discours public vers une rancœur et une hostilité toujours plus grande, qui révèlent des points de vue partisans bien ancrés. Une particularité très répandue de ce discours contemporain est la vitesse avec laquelle les différents politiques dégénèrent en injures et en railleries. Cependant, ce qui différencie particulièrement l'époque actuelle de celle qui l'ont précédée est qu'une si grande partie de ce discours se tient à la vue du monde entier. La facilité sans précédent avec laquelle une personne peut participer à un tel débat public et la nature de la technologie augmente la probabilité de commettre des erreurs de jugement momentanées et des imprudences, et en rendent les conséquences plus durables. Mais que ce soit par des actes ou des paroles, la valeur de chacune de vos contributions au bien-être de la société réside avant tout dans votre ferme détermination à découvrir ce point d'unité précieux où des perspectives opposées se rencontrent et autour duquel des peuples en conflit peuvent s'unir. Un autre repère possible, c'est la santé. Donc, la santé, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que vous allez le trouver dans des tas de magazines qui nous donnent des conseils dans cette période. On nous dit augmenter la dépense physique, cultiver l'optimisme, cultivez-vous, lisez, saisissez les petites choses. L'injonction actuelle à positiver, quoi qu'il arrive, nous renvoie une image de sous-doué du bonheur, comme si l'être humain n'était pas pétri de contradictions, traversé par des états d'âme, tantôt gais, tantôt tristes. En fait, nous ne pouvons pas être épargnés par des doutes, des peurs, des colères, qui certains jours nous entraînent dans un sillage d'idées noires difficiles à rassurer. C'est justement parce que la tragédie n'est jamais loin qu'il faut se résoudre à un bonheur en miettes. Le bonheur est un parti pris. Le bonheur, donc, c'est finalement, ce qu'on nous dit, c'est l'art de saisir l'instant. Et ça m'a fait penser à ce que disait Abdu'l-Baha, un des personnages importants de la foi Baha'i. À chaque fois qu'il commençait à parler, il commençait par dire « Êtes-vous heureux ?» Et ensuite, il disait « Soyez heureux ». Et à chaque fois qu'il posait cette question, qu'il disait « Soyez heureux », ceux qui, dans l'auditoire, n'étaient pas forcément heureux, et qui d'entre nous, à un moment donné, ne l'est pas, okay, il y en a qui se mettaient à pleurer en entendant cela. Et Abdu'l-Baha souriait, comme pour dire « Oui, pleure. Derrière les larmes, il y a un soleil qui brille. » Donc là, on a regardé différents repères possibles qui nous sont offerts dans notre environnement, des repères qui seraient là pour nous donner du sens, mais que finalement, eh bien, on est totalement embrouillé. Et je voudrais vous partager les réflexions pour essayer de trouver du sens avec vous. Tout d'abord, au niveau de la société dans son ensemble. Ensuite, au niveau institutionnel. Ensuite, au niveau individuel. Je vais vous parler que nous vivons un moment charnière, un point tournant, et que la pandémie est comme une métaphore d'une maladie plus profonde de l'humanité. Les épidémies sont quelque chose de révélateur des failles d'une société. Elles donnent une chance à la société de regarder en face ses problèmes et forcent l'action commune. La crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement
ce n'est pas le seul défi que la société a, elle en a beaucoup d'autres. Pendant combien de temps l'humanité persistera-t-elle dans son obstination? Pendant combien de temps l'injustice se perpétuera-t-elle? Pendant combien de temps la confusion et le chaos régneront-ils parmi les hommes? Pendant combien de temps encore la discorde agitera-t-elle la société? Les vents du désespoir, hélas, soufflent de tous côtés, et les différends qui divisent et affligent l'espèce humaine s'aggravent de jour en jour. On discerne à présent les signes de bouleversement et du chaos imminent, d'autant que l'ordre qui règne aujourd'hui s'avère lamentablement déficient. Au cœur du message Baha'i, il y a l'idée que l'humanité forme une seule famille. Baha'u'llah nous disait « On n'atteindra réellement la paix et la tranquillité que lorsque chaque homme voudra le bien de tous. » Cette crise, elle a un impact sur plein de choses. Un des impacts, c'est sur l'économie. Et je voudrais aborder l'économie sous l'aspect de la notion de réciprocité. Donc là, quand je dis qu'actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en grande difficulté et qui sont face à des défis énormes. Et elles sont quasiment condamnées à innover. Donc l'innovation marche à pas forcer en ce moment. Une entreprise innovante, c'est une entreprise, une organisation qui va être capable de produire de la nouveauté à un moment où elle en a le plus besoin. Et beaucoup d'innovations actuellement voient le jour. Mais en même temps, l'innovation va aussi devoir transformer les modèles économiques dans lesquels nous vivons et développer de la réciprocité pour toute l'humanité. Parce que l'iniquité, la discrimination, l'exploitation empoisonnent la vie de l'humanité. Et cette humanité, elle est en apparence totalement insensible à des tas de traitements qu'on lui administre par des programmes politiques, des programmes d'aide de toutes sortes. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le développement international. Je peux vous dire qu'il y a des milliards qui sont investis dans le développement humain. Et les résultats, il y en a, mais ils sont vraiment très, très, très difficiles à obtenir. Et c'est très lent. Donc, nous vivons dans un modèle de développement économique où les gains disproportionnés de certains sont considérés comme des emblèmes de succès. Et aussi, l'égoïsme, eh bien, loin d'être réfréné, hein, le comportement égoïste, au contraire, il nous permet d'accéder à la prospérité. Et aussi, la croissance, le progrès sont considérés comme liés à un comportement égoïste. Donc, de créer sa propre business, de se développer et de développer. Et l'expression la plus forte de l'égoïsme, c'est la concurrence acharnée. Donc là, on doit se poser la question par rapport à ce modèle. Quelle attitude on doit avoir par rapport justement aux moyens matériels? Le matérialisme est enraciné en Occident, désormais répandu dans tous les coins du globe, favorise une culture de consommation sous le couvert d'une robuste économie mondiale et du bien-être de l'humanité. Il promeut adroitement et subtilement une habitude de consommation visant à satisfaire les désirs les plus égoïstes et les plus bas, tout en encourageant à la dépense de cette richesse de façon à prolonger et à exacerber les conflits sociaux. La réciprocité, j'en parlais tout à l'heure, s'exprime aussi dans la relation entre les femmes et les hommes au niveau de la sphère économique. Étant donné le rôle vital de l'activité économique dans le progrès de la civilisation, celui-ci se mesurera à la vitesse à laquelle les femmes accéderont à toutes les voies de l'effort économique. Quand on parle d'économie, et qu'on veut parler, on veut le mettre dans une perspective de réciprocité, on se rend compte que le développement économique dépasse totalement la sphère économique. Cela touche l'ensemble de la nature. Ainsi, la notion de réciprocité doit se comprendre dans un sens très très large. Nous avons un défi qui est sous-jacent à la crise actuelle et qui est par certains qualifié de beaucoup plus important que le défi de la crise sanitaire. C'est la crise de l'environnement. Il est aujourd'hui froidement démontré
que les théories fondées sur la croyance que la nature possède une capacité illimitée à répondre à toutes les exigences humaines sont fallacieuses. Une culture qui attache une valeur absolue à l'expansion, à l'acquisition et à la satisfaction des besoins, se voit confrontée à une évidence. De tels buts ne suffisent pas en soi à déterminer une politique cohérente. En fait, le besoin suprême de l'humanité, c'est la coopération et la réciprocité. Si nous observons d'un regard qui nous permet de découvrir les réalités de toutes choses, il apparaît clairement que la plus grande relation qui maintient l'unité du monde de l'existence se trouve dans le domaine des choses créées. Cette coopération, cette aide mutuelle et cette réciprocité sont des caractéristiques essentielles du corps unifié du monde de l'existence. D'autant plus que toutes les choses créées sont étroitement reliées et que chacune est influencée par l'autre et en bénéficie directement ou indirectement. Trouver du sens, la réflexion que je voulais vous partager, c'est aussi qu'on a besoin d'une transformation au niveau des institutions. Il y a la nécessité d'une nouvelle gouvernance au niveau de notre planète. À l'occasion du 75e anniversaire de la création des Nations Unies, la communauté mondiale Baha'i a publié le 21 septembre dernier, et puis le 75e anniversaire est passé complètement sous silence dans le cadre de la pandémie. Donc la communauté Baha'i a publié un document qui s'appelle « Une gouvernance décente, le chemin de l'humanité vers un ordre mondial juste ». Dans ce document, on va nous expliquer qu'il y a réellement des possibilités de changement et de transformation sociale, et pour apporter de la stabilité au monde, d'enrichir la vie de ses habitants. Les exigences de notre actualité, que notre actualité fait peser sur les structures qui orchestrent aujourd'hui les délibérations entre les nations et sur les systèmes de résolution des conflits, dépassent leurs capacités. Nous avons donc une étape charnière à franchir. Nous devons organiser nos affaires en ayant pleinement conscience que nous formons un seul peuple et que nous partageons une seule terre. Cette position nourrit une approche de progrès fondée sur les processus, qui s'appuie sur les points forts et répond à une réalité mouvante. À mesure que grandit la capacité collective à analyser de façon raisonnée et dépassionnée le bien fondé des propositions quelles qu'elles soient, il devient possible de délibérer sur des perspectives de réforme. Trouver du sens, on peut aussi rechercher du sens au niveau individuel, trouver du sens au niveau de chaque personne. Une de ces transformations qu'on vit actuellement, c'est le télétravail. Et là, il y a une étude qui a été réalisée et qui, sur 17 000 personnes aux États-Unis, en Australie, en France et au Canada, il y a 4 000 Québécois qui ont répondu à cette étude, et un constat se dégage. Je lis, « La catastrophe appréhendée par plusieurs ne se concrétise pas. Au contraire, le tiers des télétravailleurs se disent plus productifs et plus de la moitié innovent pour résoudre des problèmes liés à leur nouvelle réalité. » Un indice de résilience. Mieux encore, 39% sont ouverts à continuer le travail à domicile lorsque les mesures de confinement seront levées. Donc la pandémie nous appelle à donner du sens à notre vie et nous questionne sur notre relation au travail aussi. D'un point de vue individuel, la pandémie et les habitudes que nous avons prises pendant cette période de confinement vont avoir un impact très important sur notre vie. Mais en même temps, ça nous questionne sur la priorité que nous accordons au travail, quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qui conduit vers certaines certitudes. Donc, il y a aussi l'équilibre qu'on peut trouver entre la relation privée, la relation professionnelle, la relation familiale, etc. Donc, en redonnant aussi de la valeur à certains métiers, comme par exemple les soignants, les caissiers, les éboueurs, etc., j'en oublie plein, on va valoriser certaines caractéristiques qui donnent du sens au travail. Finalement, c'est cette idée de se sentir utile dans la société.
Une période de crise peut être considérée comme une occasion de se recentrer sur vos valeurs, nos valeurs primordiales, et vers des perspectives qui dépassent cette situation. Et cela en fonction de notre personnalité. Le processus de développement consiste à établir des fondations d'un nouvel ordre social où pourront se cultiver les potentialités sans limite latentes dans la conscience humaine, on va lire dans les écrits Bahá'í. Si un travail est consciemment entrepris dans un esprit de service à l'humanité, Baha'u'llah considère qu'il est une forme de prière, une manière d'adorer Dieu. Donc là, on prend une vision de la relation qu'on a au travail qui est totalement différente. On va contextualiser totalement différemment notre relation au travail. Les enseignements de Baha'u'llah se démarquent radicalement des standards en vigueur dans la société actuelle. Parmi ceux-ci, il y a ces enseignements sur la vie matérielle. Nous sommes encouragés à adopter une nouvelle attitude par rapport aux biens matériels. Il s'agit là de la clé pour une transformation individuelle, l'infusion d'un esprit de coopération au sein de nos communautés et une reconstruction en profondeur pour aboutir à une société saine qui apporte à tous paix et prospérité. Nous vivons une vie matérielle sur la Terre, dont le but est le développement de nos facultés spirituelles, qui nous seront nécessaires également après la mort. Cela évoque le développement de notre corps physique lorsque nous sommes encore dans le ventre de notre mère. Effectivement, si on pense à un fœtus dans le ventre de sa mère, il va développer des bras, des yeux, des jambes, etc. Mais finalement, est-ce qu'il en a une utilité quand il est dans le ventre de sa mère? Ses organes vont prendre tout leur sens quand il va sortir du ventre et qu'il va commencer à se développer sur cette terre. Donc cette allégorie qu'on peut trouver dans le fœtus, on peut aussi, ce qui est proposé ici, c'est l'allégorie entre notre vie ici et notre vie dans l'au-delà, qui est pour un développement spirituel. La foi Bahá'í aiguise notre conscience que tout ce qui nous constitue, tout ce que nous possédons, provient d'une source divine. Nous vivons un moment charnière, un point tournant. Certaines pandémies ont profondément transformé les sociétés qui les ont vécues. On pense à la peste noire, à d'autres pandémies dans l'humanité. Peut-être que celle que nous vivons aussi peut être aussi un élément transformateur. La pandémie de la grippe espagnole, finalement, elle a été assez éclipsée par la Première Guerre mondiale. Donc, elle a beaucoup écrasé dans les mémoires collectives. Des changements institutionnels majeurs sont la condition pour un changement économique majeur. Et cela est le résultat d'une interaction entre les institutions existantes dans un pays et des moments critiques. Ça, c'est un extrait d'un grand économiste américain qui, justement, met en avant l'importance des moments critiques, mais qui vont en même temps être liés à d'autres éléments pour transformer la société. Il prend l'exemple notamment de la peste noire, qui a tué la moitié de la population européenne au XIVe siècle. Et en même temps qu'il y a eu cette peste noire, il y a eu une famine, il y avait la guerre de 100 ans. Donc, il y avait plein d'événements en même temps qui se passaient. Et ça a imposé des réformes à cette époque, des réformes institutionnelles en Europe. Et cela a abouti à la chute des régimes féodaux et petit à petit à la Renaissance. On pourrait même ajouter l'influence de l'islam qui est venu petit à petit rentrer à l'intérieur de l'Europe. Il y a l'évolution de l'humanité. L'humanité évolue depuis l'individu jusqu'à la nation. Une évolution dont les prémices ont été la naissance de la vie familiale, dont le développement suivant fut la réalisation de la solidarité tribale, celle-ci conduisant à son tour à la constitution de la cité-État qui s'est élargie plus tard dans l'institution de nations souveraines et indépendantes. Donc, quand on parle d'époque charnière, on a des forces, ces différentes forces qui se rencontrent. On a d'une part
des forces désintégratives qui viennent comme appuyer là, sur cette table, et en même temps des forces intégratives. Les forces désintégratives, ce sont des crises, des situations chaotiques, etc. Des forces intégratives, c'est comme le principe de base d'une stratégie qui engage la population mondiale à assumer la responsabilité de son destin collectif qui doit se fonder sur la conscience de l'unité du genre humain. Donc, c'est comme cette conscience d'unité, elle est de plus en plus grande. Il y a plusieurs siècles, c'était l'unité familiale, après c'est l'unité de la nation, etc., qu'on a évolué. Je vais très vite sur les étapes. Donc, il y a comme une force qui petit à petit pousse la société, le monde, vers plus d'unité. À chaque étape de l'histoire de l'humanité, des niveaux d'intégration plus poussés deviennent non seulement possibles, mais nécessaires. La pandémie, c'est comme une sorte de métaphore, de façon poétique, d'une maladie plus profonde de l'humanité. Qu'ils méditent d'abord sur les besoins du moment, qu'ils tiennent conseil, et après avoir consciencieusement et longuement délibéré, qu'ils administrent à un monde malade et cruellement atteint le remède qu'il requiert, nous dit Baha'u'llah. Bien qu'en apparence les cataclysmes soient difficiles à comprendre et à supporter, il y a pourtant derrière eux une grande sagesse qui apparaît plus tard. Tous les événements matériels visibles sont liés à des forces invisibles. Les phénomènes infinis de la création sont aussi interdépendants que les maillons d'une chaîne. Donc, il y a des cataclysmes, on ne voit pas toujours ces sagesses qu'il y a derrière ces cataclysmes. La vision Baha'i est que nous vivons dans un monde matériel, mais nous sommes essentiellement des êtres spirituels. Les tests, les épreuves que nous vivons sont aussi là pour nous préparer spirituellement au monde de l'au-delà, qui est lui purement spirituel. La souffrance cesse d'être souffrance au moment où elle trouve un sens, tel que celui d'un sacrifice. C'est Viktor Frankl qui disait ça, qui est neurologue et psychiatre autrichien, qui a été aussi un survivant de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. En un jour comme celui-ci, où les tempêtes des épreuves et des tribulations enveloppent le monde, et où peur et tremblement ébranlent la planète, vous devez, le visage illuminé et le front rayonnant, apparaître à l'horizon de la fermeté et de la constance, de sorte que si Dieu le veut, les ténèbres de la peur et de la consternation s'effacent complètement et qu'au-dessus du clair horizon, la lumière de l'assurance s'élève et brille resplendissante. Donc là, la métaphore de la maladie, beaucoup plus profonde de l'humanité, et j'y ai touché du doigt dans ces notions. La plus grande erreur qu'on pourrait faire dans cette conjoncture serait de permettre que la crise actuelle fasse douter du résultat. Un monde est en train de disparaître. Un autre se débat pour naître. Les habitudes, les attitudes et les institutions qui, au cours des siècles, se sont accumulées, sont soumises à des épreuves aussi nécessaires au développement de l'humanité qu'inévitables. Soyez unis dans vos délibérations, nous recommandait Abdul-Baha. Soyez unis dans vos pensées, que chaque matin soit meilleur que la veille et chaque lendemain plus riche que le jour précédent. Le mérite de l'homme ne réside pas dans l'étalage de sa richesse, mais dans le service et la vertu. Prenez soin de purger vos paroles des fantaisies futiles et des désirs matériels, et que vos actes soient exempts de toute ruse et de toute méfiance. Ne perdez pas la richesse de vos précieuses vies à poursuivre un penchant mauvais et corrompu. Que vos cœurs ne servent pas à promouvoir vos intérêts personnels. Soyez généreux dans vos jours d'abondance et patients aux heures de malheur. L'adversité
est suivi du succès. Les réjouissances sont suivies de lamentations. Protégez-vous de l'oisiveté et de la paresse, et jeunes ou vieux, humbles ou grands, intéressez-vous à ce qui est profitable à l'humanité. Ne semez pas les graines de la discorde parmi les hommes et ne plantez pas les épines du doute dans les cœurs purs et radieux. Je vous remercie. Oups. Merci beaucoup Frédéric pour cette belle présentation. Ça donne énormément d'éléments de réflexion face à ce que nous vivons collectivement aujourd'hui. Ça pose aussi la question de fond, quand tu parlais avec la métaphore de la lumière, de l'assurance, ça pose aussi la question dans quel monde voulons-nous vivre? Hein, cette épreuve de pandémie met de l'avant cette grande question philosophique qui est enchâssée justement dans cette recherche de sens-là. Dans quel monde voulons-nous vivre et jusqu'où on est prêt à agir collectivement, à bien vivre et comment on veut bien vivre? Il y a déjà une question dans la boîte de converser ou dans la boîte chat, dépendamment si on a le Zoom en français et en anglais. J'inviterai les amis à écrire des questions qu'ils ont suite à cette présentation-là. Si vous voulez revenir sur certains passages, Frédéric, ça va faire un plaisir de préciser le tout. Une première question pour toi, Frédéric, qui est posée par Peter. Si le défi que la croyance en Dieu pose à l'individu est de surmonter son doute inné pour faire un élan de foi, qu'en est-il du rôle du doute et de la foi dans les domaines sociétal et institutionnels? Est-ce que je dois enlever le partage d'écran? Oui, en fait, c'est ça, on le remettra tout à l'heure pour... parfait, merci. Je l'enlève parce que ça sera peut-être plus facile. Pour voir, OK. voir les amis, puis on en remettra pour une petite conclusion après les questions. Soël, c'est à toi que ça s'adresse ce bout-là quand on le remettra. Oui, alors pour revenir sur la question du doute dans un contexte de société, moi, ma compréhension en lisant beaucoup et en cherchant, c'est que le doute est tout à fait sain. C'est tout à fait bien de douter. Ce qui est moins sain, c'est de douter en permanence de tout. Et à un moment donné, il faut douter parce que on ne va pas se précipiter adhérer à quelque chose quelque part sans faire travailler notre intelligence, notre réflexion, notre compréhension d'un sujet. Et on voit bien, je parlais tout à l'heure de l'approche scientifique, eh bien, les scientifiques ont cette approche où ils posent une hypothèse, mais ils ont des doutes, ils ne sont pas sûrs au départ de cette approche qu'ils vont avoir. Et ensuite, ils vont aller par des essais, des périodes d'essais, rechercher la vérité. Mais la première étape, c'est le doute. Ils ne sont pas sûrs. Et avant d'affirmer cette certitude, ça c'est la réponse côté scientifique. La réponse côté spirituel, religieux, Baha'u'llah a écrit plusieurs ouvrages où ça traite justement de cette recherche de la vérité et de la certitude. Il y a un livre qu'il a appelé le livre de la certitude, un autre écrit qui s'appelle Les Sept Vallées, où la Sept Vallées, c'est l'histoire d'un chercheur qui veut trouver la vérité et qui va passer par différentes vallées pour trouver cette vérité. Mais il y a des moments donnés où ce chercheur passe par des moments de doute. Et c'est un très long chemin que d'aller vers la certitude. Et donc, l'être humain, ma compréhension, c'est qu'il va toujours passer par ces étapes de doute. Donc, les deux extrêmes dans ma compréhension sont mauvais, de dire qu'il faut douter en permanence de tout. Parce que finalement, on se crée des angoisses psychologiques et là, on va avoir des problèmes de santé.
à l'extrême inverse, de prendre tout ce qu'on nous offre et qu'on nous propose pour argent comptant. Je parlais du discours public dans la société et si je lis les médias et le moindre truc que je vais lire sur Internet, je vais me dire, ah ben puisque c'est écrit sur Internet, c'est sûrement vrai. Bah, là, ça peut m'entraîner aussi dans des problèmes. Donc, c'est tout à fait sain de douter des choses que l'on rencontre. Donc, peut-être que moi, ce soir, je vous ai dit que des bêtises. Donc, je vous invite à douter et je vous invite à vérifier et à chercher donc, par rapport à tout ce qu'on dit. Euh, Par contre, j'ajouterais à ça, puis Frédéric, j'aimerais ça que tu enchaînes quand tu parles du doute par rapport à ça, puis tu dis j'invite à douter. Il y a dans ce monde du numérique et des médias sociaux, là où on voit énormément de fausses nouvelles ou, comme on dit en anglais, des fake news, qui sèment justement le doute dans les esprits des gens, où on va voir des théories complotistes, ça peut être très, très, très difficile de trouver le sens. Alors, quelle est ta suggestion pour atténuer ces doutes-là, pour atténuer ces fausses nouvelles qui sont répandues? Parce que oui, on peut avoir un doute sain, c'est-à-dire un doute enchâssé dans un esprit plus critique, etc. Mais si on laisse le doute nous envahir, il peut y avoir un point de bascule vers, par exemple, des théories complotistes et ça embrouille justement ce sens-là de recherche de la vérité. Qu'en penses-tu? Ce que j'en pense, je l'ai abordé dans ma présentation. Hein, donc, c'est vraiment une tendance extrêmement forte dans notre monde actuel. Et je vous ai proposé plusieurs repères dans la science, l'histoire, les religions, la santé, etc. Donc, je pense que moi, je peux partager que l'approche que j'ai personnellement, c'est je me dis comment plein de scientifiques peuvent dire des choses, ils passent leur journée entière, leur vie entière à faire des recherches et donc ils font des publications dans ces domaines et ensuite je vois quelque chose qui m'apparaît totalement contradictoire. Donc pour moi, je me dis, ça met un doute en moi sur le bien fondé. Il y a des sites qui sont spécialisés maintenant pour la détection des fausses nouvelles. Donc, je ne les connais pas par cœur, tous ces sites, mais il est possible de se connecter et de très clairement copier un article à l'intérieur de ce site. Et il y a des moteurs de recherche qui vont aller faire des vérifications sur ce qu'on vient de lire. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Donc, il y a des moyens techniques qui existent. Il y a notre bon sens personnel. Pour rechercher du sens, le terme de la conférence de ce soir, ben, c'est de garder notre bon sens. Okay. Donc, de se dire, je vais garder un esprit critique sain, de me dire, c'est quoi qu'on me propose là? Pourquoi on me dit ça? Est-ce que dit la science? C'est quoi les références historiques, etc. Et donc, de ne pas se précipiter trop rapidement dans une théorie ou une autre et de garder un esprit critique, ouvert, bien entendu, mais critique. Parfait, merci. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des scientifiques, lorsqu'ils ont des publications, dépendamment de où ils publient, il y a une certaine validation par les pairs. Donc, déjà, il y a des éléments de vérité, puis ça fait partie du monde scientifique de douter, mais lorsqu'ils apportent les preuves concrètes à partir de méthodes rigoureuses, normalement, le doute dans certains domaines est atténué. Comme par exemple, on a vu que les pratiques de confinement pouvaient aider justement à réduire la propagation. Je vais enchaîner avec les questions qui commencent à apparaître, Frédéric. Alors, je vais t'en poser une qui vient de Soël. Est-ce que notre société met en place un débat sur la façon de gérer une pandémie? Car elle semble être décidée d'une manière très technocrate, sans tenir compte de plusieurs aspects complémentaires. J'avoue un petit peu mon incompétence pour répondre à cette question. Je pense qu'il y a des débats qui se créent dans la société de façon spontanée et je pense qu'il y a aussi des structures dans la démocratie qui débattent de ça. Vous l'entendez à mon accent, je suis français et je peux vous dire qu'en France, il y a du débat. Je peux vous dire qu'au Parlement, il y a du débat. Et il y a énormément, il y a même parfois
trop de débats dans la société française. Les Français sont beaucoup dans le verbe. Et donc, il y a le Parlement tient son rôle, mais il y a des tas d'associations, etc., qui débattent de partout. Donc, on pourrait croire que le gouvernement n'écoute pas, mais en réalité, on s'aperçoit qu'il y a certaines mesures qui sont totalement nuancées. Et donc, des fois, les dirigeants naviguent un peu pas à vue, mais en fonction des influences. Il y a les scientifiques d'un côté qui sont là pour donner des directives, des recommandations. Et il y a des conseils scientifiques qui ont été créés dans la plupart des pays pour guider les gouvernements. Mais ensuite, il y a la pression de l'opinion publique, il y a la pression des parlements. Et donc, du coup, les recommandations scientifiques ne sont pas toujours suivies à la lettre. Il y a des nuances qui sont apportées. Donc, je pense que ma compréhension, c'est que ce débat, il a lieu. Il a bien lieu. Donc, c'est sûr qu'on est tous frustrés. Moi, j'en ai aussi j'en ai marre d'être confiné chez moi. J'aimerais aller partout. J'aimerais aller au restaurant. J'aimerais sortir, etc. Mais les recommandations qui nous sont données par les scientifiques et qui est en même temps le fruit de ce débat, eh bien, c'est qu'on continue à être dans cette situation. Donc, je pense que le débat, il a lieu. En tous les cas, c'est ma compréhension. Une autre question d'Elisabeth. Des recherches montrent que ce sont les jeunes qui subissent de façon la plus intense les conséquences sociales de la pandémie. Un peu d'espoir peu d'espoir, de finir des études, de trouver un travail, etc. Que pourrais-tu dire pour aider les jeunes femmes et les jeunes hommes qui connaissent un grand manque de sens aujourd'hui par le fait qu'ils sont fortement touchés dans leurs relations sociales et dans leur parcours académique aussi? Ouais, je suis père de 2 enfants, donc de 2 jeunes, hein, ils sont encore jeunes, même si j'ai mon aîné qui est marié, mais il est quand même jeune encore. Et j'ai une fille aussi. Et tous les deux, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, heureusement, qui sont des fervents adeptes de la technologie. Je veux dire, ils manipulent beaucoup mieux que nous tous, toute la technologie et beaucoup plus de plateformes, etc., que nous. Et donc, ça leur permet de rester en contact, de participer à beaucoup, beaucoup d'activités en ligne. Ils continuent à avoir leurs activités en ligne. Et ça c'est vraiment merci. Imaginez si on avait eu cette pandémie avec ce confinement il y a 20 ans. Pour ceux qui ont connu 20 ans, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais alors là, on serait dans une solitude terrible. Par exemple, ce soir, je ne pourrais pas vous parler comme je le fais maintenant. Ça ne fonctionnerait pas. L'Internet ne nous permettrait pas de nous connecter. Donc, pareil, quand je pense à ces jeunes, eh ben, ces jeunes, aujourd'hui, grâce à la technologie, ils peuvent rester en contact. Cela dit, je reconnais que c'est très difficile pour les jeunes. C'est extrêmement difficile pour les jeunes, très difficile pour les enfants. Je pense aussi aux personnes âgées, certaines personnes âgées sont seules, sont toutes seules dans leur maison et elles n'ont pas le droit d'avoir des visites parce que ce sont des personnes à risque. Donc vous imaginez déjà, c'est pas si facile, c'est assez difficile d'être une personne âgée, mais c'est encore plus difficile dans le cadre de cette pandémie. Bon, bref, moi je dirais que qui est super heureux dans cette pandémie? Là, j'ai du mal à dire qui, mais il y en a sûrement qui sont très très contents. Il y a ceux qui adorent la solitude et qui adorent être seuls et qui n'aiment pas rencontrer les autres. Donc à ce moment-là, ils sont très contents parce qu'ils sont dans leur idéal. Mais je pense que c'est vraiment un défi que nous vivons tous. Et je pense que mon ressenti, c'est que cette génération et toute notre humanité, face à cette épreuve, on va sortir grandi de cette épreuve. Parce que les liens d'amitié qui ont été meurtris, on a tous envie de se rencontrer. Là, au début de la conférence, tout le monde se salue, on en se dit bonjour, on a envie de se voir, on a envie de se serrer dans les bras, etc., etc. Et ça, on ne peut plus le faire. Et donc, vous croyez que qui n'a pas envie de ça, quoi? L'écrasante majorité de la société aspire à cela. Et je pense que les jeunes générations, ce qu'elles sont en train de vivre, si je pouvais leur donner un clin d'œil, c'est que ça va leur donner une force. Parce que quand ils vont se retrouver, ils vont vraiment ressentir la valeur de cette relation humaine. Et vous savez, les jeunes,
ça vous est sûrement déjà arrivé de dire, mais arrête d'être devant ton téléphone, arrête d'être en train d'être connecté sur les réseaux sociaux, sois avec nous. Eh bien, je pense que là, ça va être très facile pour eux de prendre conscience que quand je suis en face à face avec d'autres personnes, je vais vraiment développer cette relation fortement. Et donc, l'outil, il est bien quand on est à distance. Et quand je peux rencontrer les gens, ben, je suis à 100% dans la relation avec les personnes que je rencontre. Et je pense que dans quelques mois, je ne sais pas combien de temps, je n'ai aucune certitude sur le jour où cette pandémie elle va être derrière nous. Mais quand cette pandémie va être derrière nous, ben, les relations humaines vont prendre une autre dimension. Donc, c'est par l'épreuve qu'on peut voir les priorités Oui, qui sont peut-être moins matérielles, plus spirituelles, comme par exemple les relations sociales, le contact, l'empathie, la bienveillance, qu'on peut mettre ça du moins de l'avant. J'ai une autre question de Olga qui dit comment rebâtir la confiance dans le but de promouvoir l'esprit de service et la collaboration. dans le cadre de la pandémie ou en dehors de la pandémie, je ne sais pas si c'est... C'est pas précisé, mais probablement vu qu'on parle d'épreuve, ça a dû faire susciter cette question-là parce qu'elle est apparue à ce moment-là. Ouais, ouais. Ben, je pense que c'est toujours quelque chose qui m'a toujours surpris. C'est que l'être humain, j'en ai parlé à un moment donné, a besoin de frapper le mur pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, de passer à l'action. Donc, c'est comme si l'être humain, on va d'abord prendre une claque, là, paf, on va nous dire réveille-toi, prends conscience de quelque chose. Puis là, c'est la première étape, c'est la prise de conscience. Et c'est comme si après, il faut encore quelque chose, que ça se confirme pour qu'on passe à l'action. Parce que finalement, là, quand on est dans une société où tout ronronne, je le disais tout à l'heure, et c'est des gens de neurosciences qui le disent, des tas de journalistes qui le disent, quand on regarde nos vies, c'est l'opportunité de se regarder dans le miroir, se dire, c'est quoi ma vie? Donc, je suis là, je travaille, ou je suis à la maison, je prends le transport, je gagne de l'argent, je vais faire mes achats, je reviens à la maison, je mange. C'est quoi ma vie? C'est quoi le sens de ma vie? À un moment donné, il faut se dire, quel sens j'ai envie de donner à ma propre vie. Et donc, il y a un moment donné, c'est de se dire, il faut que je reprenne confiance dans cette vie et que qu'est-ce qui va faire que je vais me lier aux autres? Qu'est-ce qui va faire que je vais développer quelque chose? C'est ce lien d'amitié, mais finalement, le lien d'amitié le plus fort, ça va être le service. C'est quand on va se mettre à servir l'autre, quand on va, sans attendre une rémunération en échange, simplement dans l'objectif d'une amélioration, eh bien, on va construire quelque chose et on va développer non seulement du lien d'amitié, mais en plus, on va développer la société dans laquelle on vit. Oui, merci. Parce que c'est ça, évidemment, dans cet esprit de service, quand même, on a vu beaucoup de gestes durant le confinement, de gens qui ont rendu service. Moi, par exemple, j'allais souvent voir mon père à l'hôpital. J'ai souvent vu du- un monsieur ou une dame, peu importe, qui décidait d'apporter soit des chocolats au personnel infirmier, de commander du poulet Saint-Hubert à tout l'étage parce qu'il les sentait à bout, d'aller porter des paniers de nourriture à des gens, des personnes âgées. C'est comme si on a revu des gestes de service qui nous étaient parfois racontés par nos grands-parents. Même par mes parents, moi, je me rappelle que ma mère me disait quand il nous manquait quelque chose à la maison, on traversait la rue, on empruntait le sucre ou peux-tu me passer 2 œufs quand je vais faire mon épicerie, je vais te le remettre. Moi, personnellement, je ne ferais pas ça dans ma rue. Avec ma voisine à côté, oui, mais les autres me diraient ben, va à l'épicerie à côté. Mais c'est bizarre parce que j'ai commencé à revoir ces gestes-là qui m'étaient souvent racontés par ma grand-mère, par mes parents au tout début, là, quand ils se sont installés dans la rue. Alors, ces gestes de service ont été une façon de recréer le lien, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut recréer un lien comme on fait ce soir virtuellement. Il y en a qui n'ont pas ces possibilités.
J'ai une autre question qui vient d'arriver de Peter. Qui dit implicite dans ton excellente présentation est la multidisciplinarité des problèmes, mais aussi de la stratégie de sortie de la crise actuelle. Sans les clins d'œil scientifiques, spirituels, historiques, économiques et sociétales, toute politique mise en place par les instances publiques sera forcément appauvrie. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Mais encore. Non, non, je suis d'accord. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure dans la présentation de la notion de complexité. Mhm. On a tendance, mais c'est humain, on n'aime pas les choses compliquées. On veut tout simplifier. On veut dire, bah écoute, on n'a qu'à faire ça, c'est simple, on ne va pas se casser la tête. Sauf que quand on regarde par exemple la biologie, c'est extrêmement complexe et on n'a pas encore tout compris sur le fonctionnement de la biologie. Donc, l'être humain est un être complexe. Le monde est très complexe. On découvre encore des galaxies, on découvre encore l'infini du cosmos. Donc, vouloir tout transformer en des choses simples, c'est perdu d'avance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, pas capable de simplifier le discours et de vulgariser le discours. Donc, ça veut dire que si on veut trouver, face à des problèmes complexes que rencontre l'humanité, on ne peut pas arriver avec des recettes de cuisine toutes simples, là, dire bah, vous n'y avez pas pensé, il suffisait de faire ça, puis ça va marcher. Non, il faut vraiment y aller vers l'ajout et la juxtaposition d'une certaine complexité. Et qui dit complexité, c'est qu'on ne peut rien négliger dans l'histoire de l'humanité. Donc, je parlais de religion, je parlais de science, de vouloir rejeter tout un pan de la pensée humaine sous prétexte que ça ne nous plaît pas, sous prétexte que ça ne nous convient pas. Eh ben finalement, c'est un effet simplificateur des solutions qu'on peut trouver. Donc, il faut aller rechercher toute cette richesse et ne pas d'un revers de main mettre de côté ce qui fait qu'on est humain. Chaque être humain on a l'héritage de plusieurs millions d'années d'évolution. Donc, il faut qu'on prenne en compte l'ensemble de cette complexité pour répondre aux problèmes de notre époque. Et quand Baha'u'llah, qui est donc un messager de Dieu, ses écrits abordent l'ensemble de tous les aspects de la vie de l'humanité, touche dans tous les domaines. Donc l'art, la philosophie, la science, etc., la vie en société, la vie familiale, le couple, la sexualité, enfin, etc., etc., etc. Il y a des tas de domaines qui vont être interdépendants les uns des autres pour construire une meilleure société. Aussi, quand on parle de complexité, surtout au niveau quand il y a des résultats qui sont très, très, très complexes, ça peut être difficile de trouver du sens dans la complexité. C'est ça le défi aujourd'hui. Puis en ce moment, c'est complexe. L'interdisciplinarité de tout ce qu'on dit, les différents apports des disciplines pour éclairer ce qui se passe, la réponse, elle est souvent complexe. Alors, comment on fait pour justement apporter de la lumière sur cette complexité-là? J'aimais bien la métaphore que tu utilisais, là, la lumière de l'assurance. Dans la complexité, c'est difficile de trouver la lumière de l'assurance. Alors, as-tu une idée si, quand justement on en arrive à un résultat complexe comme une pandémie qui évolue, qu'il y a des variants, que le séquençage n'est pas facile, etc., puis qu'il y a des résultats qui se font jour et nuit, puis qui essaient d'apporter un petit bout d'éclairage là, c'est quand même complexe. Là, on est dans des situations complexes, puis c'est un peu la même chose dans le milieu médical où, par exemple, les gestionnaires, les médecins, les infirmiers doivent faire des choix
difficiles face à des critères qu'ils doivent adopter. Est-ce que je favorise un tel patient au détriment d'un autre? Est-ce que des... Alors, ça aussi, c'est complexe. Je vois les questions arriver, c'est pour ça que je t'interpelle, Frédéric, aussi. Là. Oui, la lumière de l'assurance, bon, chacun pourrait, j'ai aucune prétention de donner la lumière juste, là, si je peux m'exprimer ainsi, mais je pense sincèrement, c'est en même temps de développer une certaine confiance en soi et en même temps dans la destinée de l'humanité. C'est-à-dire, c'est de se dire qu'on avance, on avance. Je parlais tout à l'heure de forces qui agissent à l'intérieur de la société. Il y a des forces qui sont destructrices, désintégratives, il y a des forces qui sont positives, qui vont chercher à construire quelque chose. Et c'est sûr que si on est pessimiste, ben, on se dit que les forces de destruction l'emportent sur les forces de construction. Eh bien, la conviction qu'on a et ce qu'on constate dans l'évolution de l'humanité depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'est que les forces de construction finissent par l'emporter. Et ça, c'est un constat historique. On n'a pas régressé dans notre développement, on n'a pas régressé dans nos capacités, dans la pensée, etc. C'est sûr que cette évolution, elle n'est pas linéaire. On ne peut pas dire que oui, le lendemain est toujours meilleur que la veille. Ce n'est pas vrai. On s'efforce de le faire comme ça. Mais il y a des moments donnés où le lendemain, il est moins bien que la veille. Mais sur la durée, l'évolution, elle est quand même très positive quand on se place dans une perspective. Et à l'échelle d'une vie, c'est sûr que ce n'est pas évident. Je disais à un moment donné, dans ma présentation, imaginez, vous seriez né en 1900. Vous avez vécu la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, la crise économique des années 30. Vous avez vécu la Seconde Guerre mondiale. Vous atteignez 50 ans. Vous avez vécu une vie pleine d'épreuves, de tourments. Vous avez été déporté, vous avez été prisonnier, vous avez des membres de votre famille qui sont morts, etc. Qui aujourd'hui peut dire, alors je parle en Occident, parce qu'il y a des endroits dans le monde où ils ont vécu 50 ans équivalent. Mais qui aujourd'hui en Occident peut dire, ben moi, j'ai vécu 50 ans comme ça, d'épreuves. Donc on a conscience que au niveau, par exemple, si on parle de ce sujet de la paix est beaucoup plus stable, le monde est beaucoup plus en paix aujourd'hui qu'il n'a été par le passé. Donc c'est un progrès évident. J'ai des questions commencent aussi à apparaître. Alors, j'en ai une de Damien des îles de la Madeleine. Nous sommes à la recherche de sens pour expliquer l'actuelle pandémie, mais nous ne pouvons réduire les changements souhaités, l'unité de l'humanité ici, à un seul événement du style être d'envergure mondiale. Que peuvent faire les individus et les institutions pour convaincre de la nécessité ou de l'intérêt de bâtir un nouvel ordre mondial? Ben je dirais les individus doivent chercher à ouvrir leur cœur. Ils doivent se dire comment, tu en parlais tout à l'heure, Lise, de redécouvrir la relation avec nos voisins, de redécouvrir le fait que de ce qui se passe dans nos quartiers, de tendre la main dans notre environnement. Le fait de croire que le changement, c'est toujours d'en haut vers le bas et qu'on est toujours dans l'attente d'une transformation de ce qui se passe parce que ça va venir d'une décision politique, eh bien, parfois, on peut attendre longtemps et parfois, ça va venir. Je ne dis pas que ça ne peut pas venir, mais la transformation, l'amélioration des choses, souvent, elle part de bonnes actions. Si je prends l'exemple je parlais de l'environnement tout à l'heure, c'est le fait de se dire, bah, puisque c'est un problème tellement complexe l'environnement, que moi je m'en occupe pas du tout à mon niveau et je fais rien dans l'environnement. Donc je peux choisir d'agir à mon niveau individuel dans mon foyer pour créer des améliorations.
Donc ça, on peut le voir sur le domaine de l'environnement, mais on peut le voir aussi dans le domaine social, dans le domaine spirituel, de se dire, bah, attends, c'est quoi ça, le spirituel? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Eh bien, d'essayer justement de créer du lien pour se poser la question et de tendre la main, ou bien des fois, on nous tend la main et puis on ne la voit pas, cette main qui se tend à nous. Donc, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas toujours nous qui tendons la main. Donc, de garder les yeux ouverts, de garder les oreilles à l'écoute, toujours avec ce doute dont je parlais tout à l'heure, mais surtout, je l'ai dit d'entrée, c'est d'ouvrir son cœur, quoi. J'ai une autre question de Bernard. On a galvaudé l'expression un nouvel ordre mondial qui a été repris, par exemple, par les conspirationnistes, puis d'autres groupes peut-être plus complotistes. Comment ne pas se faire passer pour un groupe extrémiste quand on enseigne la foi, ou du moins quand on a une démarche spirituelle, étant donné qu'il y a un manque de spiritualité, on pourrait le voir aussi comme ça. Quand on veut apporter justement cette spiritualité dans nos relations en manque de sens, comment tu vois ça, là, le fait qu'il y a tous ces débats autour, puis on arrive avec des propositions d'unité, de lien, de qualité spirituelle, de service. Comment ça peut être vu, d'après toi? Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer sur certaines choses si on est vraiment pleinement convaincu dans son cœur que c'est vraiment quelque chose de positif. Bien entendu, faut rester prudent dans nos approches, il faut être à l'écoute. Et c'est vrai qu'il y a des discours qui sont dominateurs, mais ce n'est pas nouveau. Je veux dire, la volonté de créer des empires, elle est très, très, très ancienne dans l'humanité. Et donc, d'avoir des courants dominants qui vont nous dicter une façon de voir les choses, c'est vraiment très ancien dans l'histoire de l'humanité. Donc, si on lit un peu les livres d'histoire, on va se rendre compte de tentatives pour créer un ordre qui va être dominé par une élite, donc par le haut, ou par certaines, que ce soit une race ou une caste ou ce que vous voulez. La grande différence dans la foi bahaï, quand on parle d'ordre mondial, c'est qu'il y a réellement une vie locale, une vie, et il y a derrière cela, il y a la volonté d'abandon de tous les préjugés. Il y a le fait de la participation de tout le monde dans un processus qui va de la base vers le haut. Donc, on n'est pas dans une relation dans la foi bahaï top-down, qui vient de ce qui vient d'en haut et on va suivre. On a vraiment un processus consultatif qui part de la base pour ensuite se répandre dans l'ensemble de l'organisation. Donc, très souvent, je pense que quand on rencontre des personnes qui se disent ah bah oui, vous bahaï, vous parlez d'ordre mondial, de nouvel ordre mondial, eh bien, je pense qu'il faut rentrer dans un dialogue, dans une discussion pour expliquer qu'est-ce qu'on entend en tant que bahaï par ordre mondial. Tout à fait. Eh bien, je trouve que ça termine bien cette soirée, ce que tu viens de dire. Il n'y a pas d'autres questions dans la boîte de commentaires ou de chat. Peut-être juste un petit mot suite à cette présentation-là. Encore une fois, merci beaucoup, Frédéric. Je pense que ça va donner des belles pistes de réflexion, ce que tu nous as partagé ce soir. Vraiment, un gros merci. Puis, c'est un sujet philosophique, ce que tu as apporté aussi. Donc, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande un pas de recul. Puis, le confinement actuel va le permettre. Peut-être juste un petit clin d'œil pour ceux qui se joignent à nous puis qui ne connaissent pas la foi bahaï. Eh bien, la foi bahaï a des principes que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire, puis on en a parlé ce soir dans la conférence de Frédéric, la promotion de l'unité dans l'humanité, dans le respect de sa diversité,
Jamais autant la diversité, l'inclusion a été fortement demandée depuis quelques années par différents mouvements, que ce soit Black Lives Matter ou autres. Aussi, la foi bahaï prône l'unité des religions parce que tous reconnaissent que les prophètes sont les messagers d'un même Dieu. On fait la promotion aussi de l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Et pour atteindre, on dit que quand cette égalité sera atteinte, on aura un environnement du moins plus pacifique. On travaille très fort sur l'abandon de toute forme de préjugés, sur l'élimination des extrêmes richesses et de pauvreté. Là encore aussi, aujourd'hui, ces modèles-là d'extrême richesse, d'entreprise ou d'un petit groupe minoritaire qui s'enrichissent au détriment de d'autres est fortement remis en question. Et il y a plusieurs mouvements qui travaillent dans ce sens-là. On invite aussi les individus à une recherche personnelle et indépendante de la vérité. Là aussi, ce soir à la conférence, on voyait que c'était important de s'approfondir, de creuser un peu plus les sources d'informations qu'on reçoit pour trouver du sens. Pour nous, l'éducation, c'est une valeur supérieure, prioritaire. Donc, les Baha'is travaillent fort à l'accessibilité de l'éducation. Et encore une fois, ce soir, dans la présentation, on a eu un aperçu de la promotion de la science et de la religion parce que les deux vont ensemble. On a besoin de la science pour faire du sens, pour trouver des explications puis des informations, mais on a aussi besoin de spiritualité pour nourrir son âme, pour fonctionner, pour créer du lien. On parle de Confédération mondiale des nations. L'exemple d'une société des nations qui est devenue les Nations unies en est un bel exemple. Et aussi la promotion d'une langue auxiliaire universelle. Donc, voilà les principes bahaïs. Dans nos soirées de discussion comme ce soir, vous avez eu un aperçu, on en a 8. On en a déjà 3 de passés. Je veux que vous mettiez à votre agenda, si la formule vous intéresse, celle du 12 février qui portera sur « Sommes-nous racistes ?» Là encore, on aura un échange et une Il va y avoir réflexion. encore une autre affaire plus tard, une autre fois, je crois. C'est ça. Donc, Sommes-nous racistes? Sommes-nous racistes qui va être fait par Elizabeth Wright. Alors, même formule, même format. Nous vous invitons fortement à y venir. Et vous C'est une bonne idée, ça fait ça, hein? Non, ça ne marche pas. Lise, on ne t'entend plus. Excusez-moi, mon micro était fermé. OK. Donc, vous avez, je ne sais pas si j'ai dit la conférence. Est-ce que vous avez entendu la conférence la prochaine, le 12 février, 7h30, Sommes-nous racistes? Oui. Donc, même formule, même format. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien www.bahaiquebec.org où vous pouvez nous envoyer un courriel si ça a suscité des réflexions ou si vous avez d'autres questions. Puis, évidemment, si vous voulez échanger un peu plus avec Frédéric, je ne sais pas, Frédéric, on peut peut-être arrêter le partage d'écran. Si les gens veulent te parler, bien moi, ça arrête mon rôle ce soir d'animatrice. Alors, les micros vont être ouverts, ça va chatter, il va peut-être y avoir une petite cacophonie. Mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup, Frédéric. Merci d'être présent et que cette conférence-là continue à nourrir vos réflexions dans les prochaines semaines.